Bien, je crois qu'on va passer à la suite. Maintenant, on va avoir droit à nos lauréats du prix de l'année dernière, de voir comment ils ont fait fructifier notre investissement financier dans la fondation, par la fondation dans leur recherche. Je ne sais pas qui veut venir en premier. Voilà, bonjour. Donc en fait, je parle en nom d'une collaboration à laquelle je participe plus qu'activement. En fait, c'est le professeur Negro qui avait fait la demande et qui vous avait présenté les datas l'année dernière. Je vais essayer d'aller assez rapidement, parce que je crois qu'on est un petit peu plus court en temps, mais il n'empêche. Un grand merci en fait à la Fondation Romande du Diabète, parce qu'elle nous a permis en fait de mener ce projet et dont je vais vous montrer les résultats. Donc le titre du projet est très scientifique, c'est Résistance à l'insuline lors de l'infection par le virus de l'hépatite C, contribution du foie et des sites extra-hépatiques. Donc pourquoi cette recherche? Parce que en fait le virus de l'hépatite C, c'est un virus qui, d'une certaine manière, peut être responsable de diabète. Et on le sait pourquoi, parce qu'il y a plus d'une vingtaine de publications dans le monde sur des cohortes de patients qui montrent en fait que quand il y a une infection par le virus de l'hépatite C, et ça va dépendre en plus du génotype, donc du type de virus de l'hépatite C, il y a plus de risque de diabète. Ceci s'est montré à un niveau épidémiologique, mais la question c'était de le montrer aussi au niveau vraiment de l'être humain. Alors voilà, ce virus, c'est un virus, donc il a la capside, c'est la partie interne, vous avez là le génome. Bref, je ne vais pas vous présenter tous les détails de ce virus, mais le point est là, si vous avez une hépatite C, le risque augmente. Alors vous allez me dire, mais c'est particulier parce que le virus de l'hépatite C, c'est un virus qui va toucher le foie et puis qui est responsable de cirrhose. Et c'est ce que vous voyez là. On le sait bien, en fait, les patients qui ont une hépatite C, leur risque, en fait, c'est d'avoir en fait une maladie du foie, une maladie qui peut être extrêmement grave. Jusque-là, ça paraît assez clair, mais pas seulement. En fait, le virus de l'hépatite C, il est aussi associé à des atteintes neurologiques, il est associé en fait à une augmentation de la mortalité cardiovasculaire, et il est associé justement à des altérations métaboliques, et à savoir de la résistance à l'insuline. Où il y a aussi des atteintes hématologiques et des atteintes rénales. Ce qui nous a intéressé, c'est en fait, on a là, avec le virus de l'hépatite C, une espèce de modèle de pourquoi un virus, quand il est dans le corps, de quelle manière, en fait, il induit ce risque de diabète. Et alors voilà, si je vous le montre au niveau, je dirais vraiment de la molécule, on sait que l'insuline, pour être active, elle va agir sur un récepteur, et ce récepteur, en fait, il va envoyer toute une série de signaux à l'intérieur des cellules. Quand il y a en fait l'infection par ce virus, vous voyez, il y a toute une série en fait de protéines qui sont à l'intérieur des cellules, et en particulier en fait des cellules du foie, qui vont modifier la réponse du foie à l'insuline. Et ça va générer une résistance à l'insuline. Jusque-là, ça avait l'air finalement assez banal. Mais notre question est, est-ce que c'est que le foie qui est impliqué? Et c'était tout le but de cette recherche, parce qu'en fait, on a vu chez ces patients que potentiellement, il n'y avait pas que le foie, mais il y avait aussi les muscles qui étaient impliqués. Et c'est tout le but de la recherche, c'est d'arriver à comprendre comment le foie parle aux muscles et aux tissus adipeux pour générer cette résistance à l'insuline et ce risque augmenté de diabète. Et on le savait, en fait, que quand on mesure en fait cette sensibilité à l'insuline, et c'est une technique que je vais vous détailler plus tard, mais qui s'appelle le clan euglycémique hyperinsulinémique, on savait que si on en fait traitait, si on regardait la différence entre les patients avec une hépatite C et les patients qui n'en avaient pas, vous voyez, c'est pas la même chose. Donc ça expliquait pourquoi, mais c'était au niveau du foie, il y avait plus de risque de diabète. Donc il y a toute une série de marqueurs à rechercher. Comment cela est-il possible? Est-ce que, grâce à une meilleure étude de ce virus de l'hépatite C, est-ce qu'on n'arriverait pas peut-être à trouver en fait des cibles thérapeutiques pour le futur? Et en l'occurrence, c'est d'essayer de comprendre
qu'est-ce qui se passe au niveau du foie, mais aussi qu'est-ce qui se passe au niveau des muscles, parce qu'on a vu que le foie et les muscles communiquent. Alors pour essayer de clarifier en fait cette question, on a mis en place en fait une étude clinique. Donc on a vraiment pris des êtres humains qui avaient une hépatite C, et puis on a aujourd'hui un nouveau traitement. Et puis avec ce traitement, on est sûr que l'hépatite C disparaît au bout de 2 semaines. Et puis ces patients sont traités à 95% au bout de 12 semaines de traitement. Et puis avec ces données cliniques, on a, et grâce en fait à votre soutien, on va pouvoir faire maintenant toutes les études in vitro et développer des modèles animaux. Donc qu'est-ce qu'on a vu ? On a justement pris des patients qui avaient une hépatite C, on leur a mesuré en fait cette sensibilité à l'insuline, donc on leur a donné, je vais vous le montrer, pendant la première visite. Ensuite, on les a traités, et puis on les a revus 6 semaines après. Tous ces patients n'avaient plus de virus de l'hépatite C, et on a été mesurer à nouveau de quelle manière en fait leur foie et leurs muscles étaient sensibles à l'insuline. Donc voilà, on a eu 17 patients qui ont été en relais, on en a 5 qui malheureusement n'ont pas pu terminer l'étude pour différentes raisons, et on a 12 patients qu'on a pu totalement analyser. Ce qu'on voit, et je vais assez vite, mais c'est particulièrement important, c'est que vous voyez, on avait des patients qui n'étaient pas du tout obèses, donc des personnes qui étaient plutôt fines. On avait des personnes qui étaient et les sportifs et les non-sportifs. Et puis, il n'y avait pas du tout de maladie avancée du foie. Et ça, c'est particulièrement important. Et qu'est-ce qu'on observe, en fait ? Vous voyez, ces patients, ils avaient une hépatite C qui était active et 6 semaines après, il n'y a vraiment plus rien. On a été contrôlé qu'ils n'avaient pas pris ou perdu de poids, et on le voit, en fait, on a fait des scanners au niveau de l'abdomen, on a fait des scanners au niveau des cuisses, et ils n'ont absolument pas changé leur masse musculaire, ni leur tissu graisseux. Et puis c'est ce que vous avez là sur le tableau, on va aller assez vite. Et puis surtout, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on leur donne de l'insuline ? En fait, normalement, quand on donne de l'insuline, le foie, il s'arrête de produire du sucre. Les graisses, en fait, elles vont absorber le sucre, et le muscle, lui aussi, va absorber le sucre. Et pendant le clan, en fait, on mesure pendant la première phase comment le foie répond à l'insuline, puis pendant la deuxième phase, comment le muscle répond en fait à l'insuline. Je vous passe les détails parce que je ne suis pas sûr que ce soit absolument nécessaire, mais ce qui ressort de nos datas, et je vais aller vraiment sur ce graphique-là, c'est que vous voyez, quasiment sur 12 patients, il y a 10 patients qui, du moment qu'on traite en fait l'hépatite C, ils ont une meilleure sensibilité à l'insuline au niveau musculaire. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce n'est pas au niveau du foie qu'on voit un changement après seulement 6 semaines, mais c'est au niveau du muscle. Et donc, la suite, maintenant, ça va être d'identifier, en fait, mais de quelle manière le foie parle au muscle pour que le muscle soit plus sensible à l'insuline. Donc voilà, on a maintenant et on a prélevé aussi de la graisse à ces patients, on a prélevé des biopsies musculaires, et la suite, ça va être d'analyser en fait ces échantillons, et c'est ce qu'on va pouvoir faire maintenant dans les mois qui suivent. Je vais vite, mais en gros, on n'a pas trouvé d'éléments très clairs au niveau de la graisse, mais ce qu'on voit, c'est ça, c'est qu'au niveau du foie, l'hépatite C n'a pas modifié la sensibilité à l'insuline. En revanche, le fait d'avoir traité l'hépatite C, on a clairement amélioré la captation du sucre par les muscles. Donc voilà, on en est là. Donc l'étude clinique nous a prouvé que la suppression du virus, ça améliore la sensibilité périphérique. Il va falloir qu'on comprenne maintenant ce qui se passe au niveau cellulaire. Et puis ensuite, on va répliquer ça sur les modèles animaux. Donc voilà, un grand merci à la Fondation Romande pour le soutien. Et suite au prochain épisode. Alors, bonjour. Donc, je vais vous résumer juste en quelques minutes les expériences plus importantes qu'on a pu effectuer grâce au soutien de la Fondation concernant ce projet, qui est un projet de recherche fondamentale. Vous avez ici le titre original en anglais. Donc, pendant les premières phases de développement du diabète de type 1, les îlots de Langerhans que vous avez ici, qui contiennent les cellules bêta pancréatiques et qui sécrètent l'insuline,
sont progressivement envahis par des cellules du système immunitaire, comme des lymphocytes ou des macrophages. Et les lymphocytes et macrophages relâchent des facteurs qui provoquent le dysfonctionnement de la cellule bêta-pancréatique et ensuite la mort de la cellule bêta-pancréatique, donc déclenchement le développement de la maladie. Alors, au cours de ces dernières années, on a découvert que les cellules immunitaires relâchent également des petites vésicules qu'on appelle des exosomes. Et ces petites vésicules contiennent des molécules qui peuvent être transférées dans des cellules receveuses. Et donc, on peut transférer des molécules dans ces cellules receveuses et changer leur fonction. Donc, ces petites vésicules, donc ces exosomes, vous avez ici une image en microscopie électronique, sont vraiment tout petites, à peu près un 10 millième de millimètre, et elles contiennent toute une série de molécules, dont des molécules qu'on appelle des micro-ARN. Les micro-ARN sont des petites molécules de ARN qui s'accumulent dans ces exosomes. Donc, l'hypothèse de notre travail était que pendant les premières phases de développement du diabète de type 1, les cellules immunitaires, comme les lymphocytes, qui envahissent les îlots de Langerhans, relâchent des exosomes et que ces exosomes pouvaient ensuite fusionner avec les cellules bêta-pancréatiques et transférer dans ces cellules bêta-pancréatiques des micro-ARN qui modifient ensuite la fonction des cellules bêta et provoquent la mort de ces cellules. Alors pour tester donc cette hypothèse, ce que nous avons fait, c'est que nous avons cultivé des lymphocytes pendant 2 à 3 jours. Ensuite, nous avons collecté le surnageant, le milieu de culture. Nous avons isolé les exosomes et nous les avons mis sur des cellules de l'îlot pancréatique. Et nous avons testé qu'est-ce qui se passait. Alors, ce qu'on a observé, c'est qu'en effet, si on incube des cellules bêta-pancréatiques en présence d'exosomes qui proviennent des lymphocytes, on observe une augmentation du niveau de plusieurs de ces petites molécules d'ARN qu'on appelle des micro-ARN. Et nous avons vu que ceci provoque une augmentation du nombre de cellules bêta-pancréatiques qui meurent. Donc, pour déterminer qu'en effet, cet effet des exosomes est dû au transfert des micro-ARN, ce que nous avons fait, c'est que nous avons introduit dans les cellules bêta-pancréatiques des molécules qu'on appelle des anti-micro-ARN ou des anti-miRNA. Et ce que ces molécules font, c'est que lorsque les micro-ARN sont transférés à l'intérieur de la cellule via les exosomes, ces antimires se lient et bloquent en fait leur action. Et ce que nous avons observé, c'est qu'en effet, dans des conditions normales, comme je vous ai montré auparavant, donc si on incube les cellules bêta avec des exosomes, on augmente le nombre de cellules qui meurent, mais si les cellules bêta reçoivent des anti-micro-ARN, en fait, on peut prévenir la mort des cellules bêta. Alors, ces expériences ont été réalisées in vitro et ensuite la question était est-ce que ce phénomène se passe également in vivo? Est-ce qu'on peut prévenir le développement du diabète de type 1 en bloquant ce transfert de micro-ARN? Alors, pour ceci, nous avons utilisé un virus qui est un virus inoffensif pour l'homme ou les animaux. Et ce que nous avons fait, c'est que nous l'avons modifié, ce virus, de façon à qu'il exprime une molécule qu'on appelle une éponge à micro-ARN qui va bloquer les micro-ARN dès qu'ils rentrent dans les cellules et empêcher leur action. Et nous avons généré un virus de façon qu'il puisse exprimer uniquement dans les cellules bêta-pancréatiques. Nous avons ensuite injecté ce virus chez des souris NOD. Les souris NOD sont des souris qui développent spontanément un diabète de type 1. Et nous avons ensuite suivi ces souris, nous avons mesuré la glycémie de ces souris et nous avons déterminé si les souris devenaient ou pas diabétiques.
Comme attendu, on voit ici en noir que les souris qui ont reçu un virus contrôle, au bout de... donc on les a injectés à la 4e semaine et ensuite on a vu que de plus en plus d'animaux devenaient diabétiques. Donc il y a moins d'animaux qui n'ont pas de diabète. Donc à la fin de l'expérience, environ 80% des animaux contrôle sont devenus diabétiques. Mais par contre, les animaux qui ont reçu donc ce virus qui bloque le transfert des micro-ARN, en fait, comme vous voyez, ont été partiellement protégés. Donc ceci montre que, en fait, une preuve de principe que si on bloque ce transfert de micro-ARN, si on bloque la fonction de ces micro-ARN qui sont transférés des lymphocytes aux cellules bêta, pendant les phases initiales du développement de la maladie, on pourrait en principe donc prévenir le développement du diabète. Et donc ces expériences ont été réalisées en grande partie par des personnes qui travaillent dans mon labo, ici à Lausanne, qui sont en rouge, et ont été effectuées en collaboration avec différentes universités en Europe. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je prends le micro pour remercier tous nos orateurs qui ont essayé d'être clairs et informatifs quand même et scientifiques jusqu'au bout. Et voyez que l'investissement que l'on fait avec la Fondation dans la recherche porte ses fruits et bien expliqué, ce qui n'est pas évident pour des chercheurs et très instructif pour toute l'audience. Merci encore à tous et je vous convie maintenant à vous, les courageux qui sont restés jusqu'au bout, d'aller affronter le repas et puis de revenir à 13h30 pour les ateliers dont vous allez voir en passant les cyclistes où ils en sont. Et puis nous allons manger pendant ce temps et puis se retrouver après. Merci, bon appétit.